beaucoup, oui, pendant plusieurs générations, nous avons maîtrisé le français de manière excellente, puisque le point, c'était d'être meilleur que les Français. Et nous avions, l'université d'Alger était la deuxième université de France pour le droit. Pour le droit. Donc, nous sommes encore très imprégnés du français, malgré, hélas, au plan politique, je pense que ce n'est pas quelque chose que je peux défendre, malgré l'imposition de la langue arabe, auquel nous n'étions pas du tout rattachés, puisqu'il y avait une langue arabe qui était parlée et qui était locale, le Darija, et puis on nous a imposé une langue de l'extérieur, ce qui fait que du jour au lendemain, on s'est retrouvés, il y avait je ne sais pas combien d'analphabètes, puisque nous étions un pays colonisé, sous le joug colonial, l'éducation n'était pas donnée à tout le monde. C'est seulement je crois, en 1958, à l'arrivée du général de Gaulle, que l'éducation a été obligatoire pour les locaux, pour les Algériens. Donc, il y avait beaucoup d'analphabètes, mais seulement quand on nous a imposé la langue arabe, de 60% d'analphabètes, on était devenu 100% d'analphabètes, ce qui fait que certaines personnes de ma génération, par exemple, nous avons eu à apprendre une autre langue qui était étrangère. Ce sont seulement les jeunes de maintenant qui maîtrisent bien l'arabe classique. Et évidemment, je peux dire que c'est un pays bilingue, mais toujours dans le bilinguisme, il y a toujours une langue un peu plus faible que les autres, mais dans les administrations, et ça Francis le sait, dans les administrations, c'est le français qui prévaut jusqu'à nos jours. Alors, je ne sais pas si l'Algérie n'était pas le sujet, mais nous avons effectivement des auteurs très connus. Comme Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, oui. Elle n'était pas à l'Académie française, mais certainement. Mais nous avons aussi, parmi les femmes, oui, d'accord. Non, Yasmina Khadra qui est un homme et qui a pris le nom de sa femme puisqu'il n'avait pas le droit d'écrire sous son nom étant fonctionnaire de l'État. Bon, pas l'histoire, j'ai entendu. Mais n'oublions pas qu'Albert Camus, prix Nobel, était algérien. Il a parlé le français qu'on parlait en Algérie. Et c'est ce qu'il écrivait. C'est vous dire à quel point la qualité du français était excellente en Algérie. Ça, c'est Albert Camus, qui est né dans un quartier pas loin de là où je suis née. Et évidemment, nous avons donc un prix Jean Amrouche était un journaliste francophone aussi très connu. Nous avons, et puis évidemment, l'Académie française, les palmes académiques pour Merci Malika de cet éclairage sur ce grand pays qu'est l'Algérie. Et ça continue. Même quand nous sommes allés, mes petits-enfants, et j'en ai 7, 4 sont scolarisés, les autres sont des bébés, mais 4 d'entre eux sont scolarisés dans les lycées français, à Los Angeles et à New York. Très bien. Donc, c'est la perpétuation d'une très belle langue que nous respectons beaucoup et que nous continuons à propager et nous encourageons beaucoup de personnes à l'apprendre et à la pratiquer. Et si on peut citer un second auteur algérien qui est extrêmement connu en France aussi, c'est Boualem Sansal qui a écrit de magnifiques livres dont le village qui a un livre extrêmement fort. Donc c'est une très belle écriture. L'écriture arabe de façon générale est une écriture extrêmement lyrique. C'est partie de mes littératures préférées. C'est une très belle écriture, souvent violente, mais extrêmement lyrique. Oui, elle est très poétique, très très poétique. Bon, si vous lisez le Coran, c'est un poème. Vous avez le rythme et les rimes et tout cela. La poésie, absolument.
absolument. Un style absolument extraordinaire. C'est ce qui a beaucoup d'attrait, justement. Mais enfin, il y a les Mouloud Mamri, Mouloud de Feraoun, tous ces, et beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, je vois beaucoup de noms algériens dans les articles du Monde, dans les articles de beaucoup de journaux français. Oui, absolument, absolument, absolument. Chérine, vous vouliez prendre la parole? Alors, Chérine, excusez-moi, Chérine est un nom persan. Mais oui, c'est Chérine qui nous a offert ce poème. Mais je crois qu'elle ne voulait pas en parler. Elle est mute. Elle reste muette. Non, je suis enrhumée, je suis désolée et je n'ai pas de voix. C'est pour ça. Votre voix est toujours délicieuse, même enrhumée. Merci, merci, merci. Le message est bien perçu. Il est bien perçu dans une belle langue et c'est très apprécié. Merci, mille merci pour l'appréciation. Merci. Merci à vous, Tessier. Chérine Tessier, vous êtes mariée à un Français? Oui, ça c'est une autre histoire qui fera l'objet d'un nouvel ouvrage que Sandrine fera la promotion lors d'un interview. Voilà. Chérine Tessier, son nom persan est Chérine Samrad. Elle écrit des très beaux poèmes en anglais et en français et en persan. Moi, mon persan n'est pas très bien. Je ne suis pas très au fait, par conséquent, je suis obligé de les lire en français ou en anglais. Merci Chérine de ce cadeau. Omar Khayyam, vous avez des sommités dans la littérature universelle. Absolument. La littérature universelle. Absolument. Exactement. Absolument. Y a-t-il des questions? Je vois que François voulait poser une question. J'ai tellement parlé. Non, au contraire, non, c'était très bien. Votre témoignage sur l'Algérie est très utile, très important. Un très beau pays. Je voudrais quand même dire quelque chose. Je ne vais pas parler de chiffres un peu, j'ai quand même 2 chiffres à vous donner. Il y aurait à New York, ce sont des estimations, 300 000 francophones. Oui. Donc, c'est une communauté énorme. Voilà. Et puis, le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'Américains qui se revendiquent avoir une histoire avec la francophonie, qu'elle soit française ou canadienne. Donc, c'est quand même 10 millions d'Américains qui ont un petit morceau de la francophonie dans le cœur et qui le disent souvent. Donc, voilà, c'est partie des chiffres que je trouve intéressants à communiquer. Le plus bel exemple, excusez-moi, je prends la parole puisqu'on me l'a proposé. Le plus bel exemple, c'est John Bennett, qui est son prénom, c'est John François Bennett. Moi, je peux vous dire que quand j'ai rencontré John corrigeait nos fautes d'orthographe en français. Donc, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Et moi, John m'a inspiré un personnage de mon futur roman. Alors, ce n'est pas John, mais il m'a inspiré parce que la première fois que je suis rentrée chez John et que j'ai vu cet appartement, mais c'est ce petit bijou dédié à la France, à la culture française. J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et des gens comme John, c'est juste formidable pour nous Français. Et moi, je dis souvent que nous Français, on a retrouvé notre fierté d'être Français grâce à des gens comme John, à des Américains qui aimaient plus notre pays que nous l'aimions. Et je crois que je n'ai jamais été aussi fière de mes origines qu'en étant à New York. Et voilà. Et je l'ai dit à des élèves la dernière fois à la Maison française, des élèves de littérature comparée à la Maison française de NYU. J'aurais dit, voyez, vous tous là, c'est grâce à vous que j'ai retrouvé l'amour de la France, donc de la culture, de tout ce qu'on oublie quand on est sur place et qu'on vit avec ça, qu'on est né avec ça. Donc merci John et merci à tous les Américains qui portent dans leur cœur cette francophonie. Voilà. Bravo John, bravo John. Alors, je propose donc, je voudrais faire une motion qu'une fois que cette pandémie soit terminée, nous puissions tous aller dans ce petit havre de paix qu'est l'appartement de John, un petit Paris. On se croit à Saint-Germain-des-Prés. Et alors, la cuisine y est merveilleuse, les boissons encore mieux. Après plusieurs bouteilles, naturellement, on ne sait plus où on est, mais on est au centre de la francophonie. Merci Sandrine de l'avoir si bien dit. Merci à vous tous. Et oui, bien sûr, bienvenue. Je crois que Lisa a une question. Lisa? Oui, Sandrine, est-ce que vous pouvez mettre le site internet
votre site internet dans le chat. Oui. Dès que je sais comment ça marche. Ben, vous allez sur le chat, vous appuyez sur le bouton chat, voilà, vous mettez votre adresse électronique, Facebook, Internet, vous mettez tout, un compte en banque en Suisse, au Luxembourg. Au Luxembourg, pardon, oui, pays francophone, etc. etc. Vous mettez tout ça, ça s'appelle chat, c'est le chat. En français, c'est le chat, voilà. Chat, voilà, très bien. Et bien voilà, rencontre des auteurs francophones.com. Voilà, et donc il y a un compte sur Instagram, il y a un compte sur Facebook. Voilà, vous allez retrouver rencontre des auteurs francophones et tout est dedans. Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors donc on va tous se retrouver donc au Festival des 5 continents. Oui, avec plaisir, et donc tout sera enregistré. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas le voir. Et nous avons notre grand gala qui est le 29 novembre. Le 30. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ou alors, je ne suis pas au courant. Hein. S'il y a un changement de date, je ne suis pas au courant. Non, c'est ce que je voulais dire. J'étais tellement enthousiaste, tellement empressé de vous recevoir. Ça sera donc, comme je voulais le dire, le 30 novembre au National Arts Club qui a réouvert ses portes, et on fera donc une grande fête francophone le 30 novembre. Nous avons un nouveau chef au National Arts Club depuis hier, qui est pour la première fois une femme. C'est une grande première dans le monde de la gastronomie et de la chefferie. Comment dit-on en français? Des cuisines importantes à New York. Oui, bon, c'est la gastronomie. C'est ça. C'est la gastronomie. C'est ça. Ce n'est pas la gastro-entérite, mais c'est la gastronomie. Absolument. Voilà. Donc, le 30 novembre, et la rencontre des auteurs francophones, c'est quoi? C'est un website? C'est un site internet seulement, ou bien? C'est une plateforme où vous avez des interviews toutes les semaines. Vous avez un blog des auteurs avec des contributions en moyenne 2 à 3 fois par semaine, donc, qui est ouvert à ces centaines d'auteurs. Donc, c'est une centaine d'auteurs avec la fiche de chaque auteur pour faire connaissance. Ce sont ces livres qui sont en vente, si on a envie de les acheter, qui sont envoyés sur l'ensemble des États-Unis. Ce sont donc des événements, donc le premier en présentiel avec Francis, le 30 novembre, et il y en aura d'autres, Miami, qu'est-ce qu'on a? On avait la Philadelphie, Los Angeles, voilà, donc tout un programme. Et puis voilà, donc ce sont aussi des réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, Instagram, et aujourd'hui Clubhouse, une nouvelle application de dialogue. Et donc voilà, on est présent partout et on invite surtout les auteurs à s'exprimer et à avoir une visibilité maximale aux États-Unis. Très bien, merci. Je vois que François a une question. Oui, j'ai une question. Comment est-ce que les auteurs, comment choisissez-vous? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'un auteur peut vous envoyer son livre, ou est-ce qu'il faut… Oui. C'est vous qui décidez. Je ne suis personne pour décider. Les auteurs m'envoient un livre. J'ai un comité de lecture composé d'auteurs, de lecteurs qui sont à la fois aux États-Unis et à la fois en France. Je reçois chaque semaine entre 10 et 15 livres, donc je ne pourrais même pas les lire tous de toute façon. Donc il y a une lecture. Quand il y a un lecteur qui a un point d'interrogation sur un livre et qui a besoin d'un deuxième avis, donc on fait une deuxième lecture derrière, et puis on sélectionne des livres qui, voilà, et même des choses que je ne lis pas. Moi, je ne lis pas de romans, je ne lis pas de science-fiction, je lis très peu de policiers, donc c'est important pour moi d'avoir des lecteurs qui sont passionnés aussi de tout ça pour donner un avis plus objectif que le mien. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la langue, bien évidemment, il faut avoir une jolie maîtrise du français. Je ne suis pas très fan des auteurs un peu modernes qui parlent comme ils écrivent, il y en a. Hein. Et puis, il faut aussi savoir raconter une histoire, parce qu'être un auteur, c'est être un conteur aussi. Donc, il faut être capable de tenir en haleine le lecteur et lui donner envie d'aller jusqu'au bout. Et je reçois parfois des choses extrêmement bien écrites, une très belle plume, mais il n'y a pas de cohérence et on n'a pas envie d'aller de dépasser la page 30. Donc, voilà. Donc, on est obligé de faire ce travail pour vous offrir à vous, lecteurs, des livres qui ont la qualité que vous attendez. Et vous avez combien d'auteurs en stock? C'est-à-dire, si je voulais acheter un livre chez vous, il y a combien d'auteurs?
Alors, pas tous. On va dire que 90% des auteurs qui sont présentés sur les 100 auteurs sont en stock. Après, il y a quelques auteurs de très grandes maisons où on n'a plus les livres, comme Célia, on a eu des livres et on les a plus, on n'arrive pas à avoir du stock. Voilà, il y a des auteurs qui sont dans les grandes maisons, on n'arrive pas à avoir du stock. Donc, ils font toujours partie de cette communauté, qui produisent des articles sur le blog, qui sont présents d'une façon ou d'une autre, mais plus dans la librairie que nous avons. Mais on a, aujourd'hui, je pense qu'on a 90 des 100 auteurs qui sont disponibles à la vente. Et si un auteur veut vous trouver, donc il va sur votre site rencontre avec les auteurs francophones. Oui, exactement. Il dit, je m'excuse, qu'il est recommandé par John Bennett. Oui. Ça aide toujours, ça aide toujours. Malika, à vous. Oui, ces dernières années, j'ai acheté mes livres sur Amazon, qui me donne parfois un petit résumé, il me donne quelques pages, mais en général, je sais ce que je veux acheter. Donc, évidemment, je préfère aller dans la librairie, particulièrement les livres d'enfants en français, mais Amazon a un bon choix aussi. Alors, comment… Alors, je vais vous répondre sur deux choses, Malika. D'abord, il y a des livres qui ne sont pas diffusés ici, et quand vous allez sur Amazon pour les acheter, vous les payez avec 25 ou 30 $ de frais d'envoi. J'ai une auteure, par exemple, qui est dans une maison d'édition, une belle maison en France, qui m'a envoyé une dizaine d'exemplaires. Elle me dit, je veux que tu les vendes toi, parce que c'est mes exemplaires d'auteur, parce que les gens sont incapables de les acheter ici, parce que mon livre coûte 70 $ ici. Alors que son livre, moi, je le vends 23 $ plus 3 $ de frais de port. Donc, il y a ces auteurs-là. Et après, il y a tous ceux qui ne sont pas sur Amazon, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 3/4 des livres qui sont en exclusivité ici, qui ne sont pas du tout sur le territoire américain, Amazon ou pas. Parce que les petites maisons d'édition, par exemple, ne mettent pas les livres sur Amazon, ça leur coûte beaucoup trop cher. Donc, ils sont diffusés en France. Et puis, voilà, j'ai des accords avec les maisons d'édition pour recevoir des livres qu'on a en exclusivité ici. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de faire venir des livres qui n'existent pas autrement, qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Donc, quand je ne vais pas à Albertine, il y a 2 ans, nous sommes allés à Montréal. Et nous avons… Parce que sinon, on ne trouve pas de livres en français nulle part. Je sais. Et là, nous sommes revenus avec 2 grands sacs de livres. Génial. Super. Bon, nous étions allés en vacances. Et puis, pour célébrer le 400e anniversaire, je crois, de la création de Montréal. Mais il y avait en particulier une énorme librairie où on a trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bon, maintenant, vous avez situé un petit peu votre place dans le monde des librairies francophones. J'aime pas trop ce mot librairie parce que mon travail, c'est pas de vendre du livre. Source d'acquisition. Oui, non, parce que mon travail n'est pas que de vendre du livre, c'est vraiment d'offrir une jolie plateforme entre lecteurs, une vraie rencontre entre lecteurs et auteurs. Moi, ce qui me passionne, c'est les interviews, c'est découvrir des blogs que les auteurs m'envoient pour les poster dans la semaine. Alors oui, ça me fait plaisir de vendre des livres pour les auteurs. Cette dimension qui est absolument extraordinaire, c'est ce qui fait justement, donc c'est ce qui fait le charme en fait de votre de la communauté. Oui, c'est ça. Et je vais vous dire, hein, Malika, si je ne faisais que vendre du livre, j'aurais du plaisir à vendre du livre parce que je suis une fan de livres, je ne sais même plus où les mettre. Mais ce qui me fait lever le matin, c'est ces rencontres avec les auteurs, c'est les téléphones, c'est les échanges, c'est les… Enfin, il se passe tellement de choses entre les auteurs et moi que c'est même difficile à décrire, mais à chaque fois que j'ai… Les auteurs et vous, c'est une chose, mais les auteurs et le lecteur. Eh bien oui. Un livre et je veux parler à l'auteur, par exemple, poser une question ou est-ce que je peux le faire à travers vous, à travers cette plateforme? Je veux comprendre un petit peu comment… Alors d'abord, pendant les émissions, elles sont en direct. Donc oui, on peut poser des questions. Alors,
pas par voie orale parce que c'est le format d'une émission, mais on peut poser des questions et je prends la question et je la pose directement en fin d'émission à l'auteur. Et après, il y a tous les réseaux sociaux. Et par exemple, il y a un monsieur qui a sorti un livre sur son enfance en Égypte. Je peux vous dire qu'il a reçu, après notre émission qui a quand même fait 4500 vues, il a reçu, il m'a dit des dizaines et des dizaines de courriers qu'il n'arrive même pas à répondre, mais il est extrêmement touché parce que cette relation avec le lecteur, il ne l'avait pas avant. C'est grâce à cette interview d'1h15, on a fait, je crois, même 1h30, je crois que c'est la plus longue interview qu'on ait fait, c'était tellement émouvant ce qu'il avait à raconter, qu'il s'est créé vraiment une dynamique avec ses lecteurs et que, voilà, on a fait cette interview le 3 janvier de mémoire et aujourd'hui encore, il reçoit des dizaines d'emails par jour. Donc voilà, grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que je publie tout sur les réseaux sociaux, donc les gens réagissent, les gens interpellent les auteurs et il y a des échanges extraordinaires. Et c'est ça qui est sympa, c'est quand les lecteurs me disent merci. Alors il y a même un monsieur, parce que j'ai fait une interview sur une histoire bretonne, sur les bagnes en Guyane, avec les Bretons et les Bretonnes qui étaient déportés au XIXe siècle. Et donc, il y a un auteur qui m'a dit « Sandrine, il a fallu que je me connecte sur votre site à New York pour découvrir ma Bretagne à moi. » C'est génial. Grâce à Zoom, aujourd'hui, il n'y a plus un pays, il y a un monde qui s'offre à chacun. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est la globalisation. Et ça, ces auteurs francophones, ce ne sont pas seulement des femmes, c'est tous les... Non. J'ai fait des femmes pour le Festival des 5 continents parce que c'était la demande, puisque le sujet de l'année, c'était femmes et résilience. D'accord. D'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes, je peux le dire. Oui. Très bien, mais écoutez. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Moi, je vais souvent, quand je suis à New York, à Manhattan, dans le village, à Strand, on parlait de librairie, je m'excuse d'y revenir, mais dans la cave de Strand, vous avez les livres étrangers, les livres en langue étrangère, et vous avez deux énormes étagères de livres français, et on y trouve quelquefois des trésors. Mais je crois, Francis, qu'ils n'ont pas résisté. Je crois qu'ils ont fermé les portes. Hein, j'y étais encore récemment. Ah, très bien. Alors, ça veut dire qu'ils ont été sauvés. Ils ont bien résisté. Non, alors ça veut dire qu'ils ont été sauvés parce qu'il y a eu des appels aux dons pour les sauver. Donc, je suis ravie. Ça veut dire que les gens ont sauvé. Super. C'est une bonne nouvelle. Il faut descendre dans la cave, c'est tout. C'est bien. Oui. J'adore les librairies. C'est vraiment... Ce sont des endroits que, pour moi en tout cas, ce sont des refuges. Absolument. Barnes & Noble, c'est une mine. Mais malheureusement, les livres en français, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être 2 ou 3, c'est tout. Peut-être je ne sais pas, le Michelin Paris ou le Michelin. Encore, je ne crois pas. Et encore, hein, c'est... John, the floor is yours. Ben, je voudrais vous, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier surtout à Sandrine et à tous les participants ce soir et Francis de votre charmante intervention comme d'habitude, de de poser des questions que sans doute nous avions tous, mais nous ne savions pas aussi bien les exprimer avec telle élégance que toi. Donc, merci encore. Et encore, Sandrine, c'est formidable. Merci à vous. De te revoir et tout le monde. Et on espère bientôt pouvoir nous réunir dans des vrais dîners où on peut faire des conversations, des tête-à-tête autour d'une table. Et vive le printemps. Ouais. En présentiel. En présentiel, vive le printemps et vive le Nowruz, le nouvel an iranien qui a lieu ce samedi. Ah, très bien. Oui. Tous nos vœux, c'est le renouveau, tous nos vœux à tous. Et il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup. C'est « have COVID in the rear view mirror ». Vous savez, dans que ce soit, que ça devienne du passé. Nous avons, cette année 2020 a été absolument horrible et j'espère qu'elle ne se répétera jamais. Et moi, j'aimerais juste demander à Chirine si elle m'autorise à publier son poème sur Rencontre des auteurs francophones dans le blog. Donc, je n'ai pas besoin de réponse ce soir, mais réfléchissez-y. Et si ça vous dit, je me ferai un plaisir de publier ce poème dans Rencontre des auteurs francophones. Voilà.
C'est un honneur, merci. Merci, je vous contacte, Sandrine. C'est super. Merci beaucoup, je serai ravie. Merci à vous. Ok, au revoir tout le monde, au mois prochain. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.